Mon programme pour les présidentielles, partie numéro 2. Je lis ce document que j'ai publié sur LinkedIn, qui est donc mon programme basé sur nos idées partagées. Je l'ai publié le 14 novembre 2025 sur LinkedIn. Nous sommes aujourd'hui vendredi 19 décembre 2025. Il est 14h12 et j'attends le résultat de l'appel de l'ordonnance de protection que j'ai fait auprès de la cour d'appel du tribunal judiciaire de Toulouse. Je sais que la décision a été rendue et elle n'a pas encore été communiquée aux avocats. Ça ne saurait tarder, donc c'est pour cet après-midi. Je m'y attendais. Dans cette attente, j'ai envie de passer du temps avec vous et j'ai envie de partager la deuxième partie de ce programme. Donc j'ai déjà lu la première partie, des pages 1 à 14, qui résume donc mon parcours, celle que je suis, mais aussi un constat que j'ai pu faire au cours de mon périple, le voyage d'Ulysse, voilà, mon périple de résistante pour mener à bien le démantèlement de cette secte dans laquelle je suis née, la secte pédocriminelle et satanique, franc-maçonnerie et psychanalyse. C'est bien parti, et vous allez voir cet après-midi le miracle se produire. Il me tarde, évidemment. Nous sommes séparés, mes enfants et moi, depuis le 25 décembre 2023. Je reprends donc la lecture de ce document et j'aborde la partie 1.7. Gros plan sur la pédocriminalité, un fléau qui touche toute notre société. J'ai rencontré des enfants intérieurs qui ont immensément souffert, dans des corps d'adultes qui survivent tant bien que mal, plutôt mal, des souffrances endurées enfant. Les maux du corps, MAUX, et de l'esprit sont les cris des petits, rendus muets par les voleurs d'enfance. C'est valable aussi au féminin. Il y a des pédocriminels masculins et des pédocriminels féminins. Je ne peux que pleurer lorsque j'entends des témoignages d'enfants violés, cloîtrés, sans instruction, dont des enfants placés à l'ASE. C'est une réalité, nous devons ouvrir les yeux. Les Français et les Françaises ont besoin de soins et de soutien. Nous sommes dans une urgence sanitaire. 14 millions ont été victimes d'agressions sexuelles dans leur enfance. 5 enfants sont victimes par classe actuellement. Environ 30 milliards d'euros de coûts des états de stress post-traumatique à la CPAM, sans compter les dépenses non remboursées. Tous les soins à côté pour essayer d'aller bien, dont la sophrologie, dont les psychologues, dont l'hypnothérapie, dont les massages corporels, tout ce qui peut permettre de rester en vie en réalité. La pédocriminalité est la petite vérole de notre humanité. Cette secte gangrène notre société. Mon travail, publié dans mon premier rapport, base de la loi contre le contrôle coercitif et les sectes, ainsi qu'un document annexe, tenu secret pour des raisons d'enquête, a pu prouver que la région centre et l'Occitanie sont des plaques tournantes du trafic d'enfants et d'adolescents. Ce rapport, qui s'appuie sur les travaux des professionnels aguerris qui se battent depuis des années, permettra de mettre à terre cette secte. Je compte que la synergie de nos actions pour libérer le peuple français. La pédocriminalité est l'affaire de tous et de toutes. Elle est le fléau qui empêche les Français et les Françaises de voir la lumière. Pourtant, ce n'est ni compliqué, ni long, ni douloureux de sortir d'amnésie et de traiter l'état de stress post-traumatique. Je rappelle que j'ai fait des vidéos pour expliquer ce qu'est l'amnésie et ce qu'est l'état de stress post-traumatique. Cela demande de donner la parole à notre enfant intérieur, lui ouvrir la porte, en acceptant l'idée que oui,
peut-être, nous faisons partie de ces 14 millions de Français. Il serait utile que les soignants et accompagnants acceptent de poser la question que tous les médecins canadiens posent à leurs nouveaux patients. Avez-vous le souvenir ou une bribe de souvenir dont vous ne comprenez pas la signification, mais qui revient souvent à votre mémoire, dans votre enfance, d'un événement d'ordre sexuel, une attitude, des gestes, qui vous ait été proposé ou imposé par un adulte ou un enfant plus âgé que vous. J'ajoutais quand j'accompagnais les victimes, effectivement, que parfois ça peut être une sensation tout à fait irréelle, comme dans un rêve, quelque chose qui est flou, mais quelque chose qui revient régulièrement à la mémoire. C'est notre façon qu'a l'enfant intérieur de frapper à la porte. Et tu vas m'écouter cette fois-ci? Tu vas m'entendre? Tu vas me protéger, oui ou non? S'informer sur l'état de stress post-traumatique et la liste des symptômes. Je recommandais les livres du docteur Muriel Salmona et de Christelle Petit-Colin, notamment son dernier, Agression sexuelle, trousse de secours. Se mettre hors de danger, c'est-à-dire vivre loin des manipulateurs et des manipulatrices. Comprendre ce qu'est le contrôle coercitif pour pouvoir s'extraire des relations toxiques. Et là, je recommandais le livre d'Andrea Gruev-Vintila, Le contrôle coercitif. La sophrologie caïcédienne peut aider à trouver des ressources en soi pour sortir d'emprise avec le MDR. La PNL, double dissociation, est une technique douce, rapide et indolore qui permet de faire passer le trauma sexuel sans le revivre de l'amygdale, qui est une zone d'alerte, à l'hippocampe, zone d'archivage, dans le cerveau reptilien. En changeant l'impact émotionnel de la scène, le cerveau est apaisé. L'agression a bien eu lieu, mais le danger est passé, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Les sécrétions d'adrénaline et de cortisol, déclenchées à chaque stimulus, s'arrêtent. Notre corps et notre esprit peuvent se reposer. J'explique également tout ceci dans une vidéo que j'ai postée hier, donc le 18 décembre, sur LinkedIn et sur ma chaîne YouTube. Il existe certainement d'autres techniques que je ne connais pas. Pour avoir expérimenté celles-ci à titre personnel et professionnel, je les trouve efficaces. En particulier la PNL ciblée sur le trauma. Je précise que pour pratiquer le MDR, il vaut mieux être psychologue ou médecin car il peut y avoir des états qui sont dangereux psychiquement puisqu'on revit intégralement la scène. Et même quand on est psychologue et médecin, il faut vraiment le pratiquer avec beaucoup de prudence et beaucoup de vigilance et mettre avant tout la personne en sécurité. Par contre, la PNL double dissociation peut être pratiquée par des infirmiers, des sages-femmes, des sophrologues, des hypnothérapeutes, voilà. C'est l'intérêt, justement, puisque la formation est courte et va permettre à beaucoup d'accompagnants d'aider les personnes qui vont sortir d'amnésie. Ça va forcément se produire là, dans les jours qui viennent, sans compter tous nos adolescents et enfants qu'il va falloir soigner. La formation complète de sophrologue caïcédien demande 3 années au moins, mais il est possible d'exercer en cours de parcours. Vous aurez remarqué que je ne suis pas langue de bois. Je continue. À regret, je mets un bémol, car la formation tend à devenir mercantile, ce qui fait partir les vieux de la vieille, ils s'appellent les dinosaures parfois, ils se reconnaîtront, qui ont travaillé et développé la méthode avec le professeur Alfonso Caicedo, celles et ceux par lesquels j'ai eu la chance d'être formée. Autant le MDR ne peut être pratiqué que par un médecin ou psychologue, revivre le trauma peut être extrêmement douloureux et déstabilisant, autant la PNL, double dissociation, peut être proposée par une ou un thérapeute correctement formé et, si possible, lui et elle même sortis d'amnésie et d'état de stress post-traumatique. Si l'on est déjà thérapeute, cette méthode ciblée sur le stress post-traumatique peut être acquise par une formation de quelques jours, à condition d'avoir un bon enseignant déjà pratiquant.
Les enfants comme les adolescents et les adultes peuvent être sortis de l'état de stress post-traumatique par cette méthode. Nous allons avoir besoin d'accompagnants. 14 millions d'adultes, peu hélas, sont sortis de l'état de stress post-traumatique car les psychologues ont été le plus souvent formés avec la psychanalyse et 160 000 enfants sont victimes par an. Ce sont des chiffres à minima. Ce sont les chiffres produits par la Civis 1. La France se portera bien mieux lorsque les victimes s'autoriseront à parler, seront entendues, protégées et soignées. D'ailleurs, je peux vous dire que les Français ont vraiment besoin de parler et envie de parler parce que moi, quand je me promène, quand je prends le bus, quand je suis dans les magasins, quand je suis accompagnée de ma chienne Lady et que j'explique que mon métier est un métier à risque puisque je lutte contre la pédocriminalité et les sectes et que cela rejoint mon histoire personnelle puisque mes enfants sont actuellement pris en otage, pour très peu de temps encore, eh bien, systématiquement, je dis systématiquement, il n'y a pas une seule fois qui a échappé à la règle. Les gens me disent « Ah, ben oui, moi », et ils me racontent. Je ne l'ai jamais dit à personne. Voilà, donc les Français ont besoin et envie de parler et avant tout d'être entendus, écoutés, protégés. Je suis la preuve vivante que l'on peut avoir vécu les pires supplices enfants et vivre libre, digne et heureux, heureuse, bientôt, quand mes enfants seront dans mes bras. Et comme un peuple heureux ne peut être que productif, tous n'y verront que des avantages, y compris celles et ceux qui tiennent les cordons de la bourse, n'est-ce pas? Je passe au grand 2. Constat à ce jour et précision. La secte mise en échec, donc 2.1. J'ai confié mon rapport dans les mains de plusieurs professionnels à travers la France, sûrs et intègres. S'ils ne sont plus tout à fait libres de l'être, elles le seront par mes actions. Toujours est-il que des enquêtes sont en cours et les alliés des enfants, les résistants, les résistantes, sont prêts à passer à la vitesse supérieure. Il est temps que ça cesse. Le massacre des innocents a assez duré comme ça. Les tyrans, les tyrannes de cette secte pensent ne rien laisser au hasard, mais ils ont sous-estimé mon intelligence, mes compétences et ma force d'amour infinie, ainsi que les dons, le soutien et la protection divine qui grandissent avec ma foi et mon espérance. Elles surveillent les grands qui pourraient leur faire ombrage, les éliminent si nécessaire. Je rappelle des noms un peu plus tard, vous allez voir. Ils ne se sont pas méfiés d'une petite maman. Le plus drôle, il est possible d'avoir de l'humour puisque je les ai démasqués, c'est elles, m'ont prise pour une illuminée par ma spiritualité. Ils ont ri de mes seuls à ce jour, il y a une petite astérix, plus fidèle et plus puissant des alliés. Dieu, mon seul Père, et son armée céleste. Ils auraient mieux fait de s'abstenir, comme du reste de leurs délits et crimes, du reste. Et le petit astérix, c'est le temps du réveil collectif approche, et bientôt, les Français et les Françaises se lèveront à mes côtés. 2.2. Hommage rendu et mémoire honorée, victimes reconnues et soutenues. Je rends hommage à la mémoire de gens honnêtes, Monsieur Maurice Nouvial, mon grand-père maternel, mort de m'avoir cru et prêt à parler. Monsieur Éric Fortier, mon frère de cœur, pilote d'excellence, soi-disant mort à 42 ans, marié et père de 2 jeunes enfants, dans un accident d'hélicoptère lors d'une manifestation publique. Il était pilote de chasse, pilote d'essai. Comment expliquer cet accident et la phrase qu'il a dite quelques jours avant ce vol de découverte? S'il m'arrive quelque chose en hélicoptère et si j'ai des passagers, je ferai tout pour les sauver, quitte à y rester. Il a réussi. Il a été la seule personne décédée dans cet accident d'hélicoptère. Paix à ton âme, Éric.
Madame Marie-France Pizier, tante de Madame Camille Kouchner, retrouvée suicidée dans sa piscine, enchevêtrée dans une chaise en métal et sans eau dans les poumons. Monsieur Olivier Marlex, farouche opposant d'Emmanuel Macron dont il a dénoncé la vente de la branche d'Alstom et d'autres méfaits, suicidé dans la nuit du 6 au 7 juillet 2025. Maître Maxime Tessier, mort à 33 ans, marié et père de 2 petits-enfants. Éminent pénaliste, il a eu pour seul tort de défendre le docteur Le Squarneck, comprendre et connaître les noms et les secrets des criminels qui l'ont protégé. Suicidé le 9 juillet 2025. D'autres victimes assassinées, dont je ne connais pas les noms, mais dont les proches pleurent leur disparition injuste et souvent calomniée. J'en soutiens quelques-uns et quelques-unes sur LinkedIn. Aussi sûr que les otages ne peuvent pas se libérer seuls, les résistants ne se suicident pas. Ils croquent des capsules de cyanure pour protéger leurs alliés, mais se suicider, ça, non, jamais. Parce qu'ils, elles, ont le sens de la justice chevillé au corps et à l'âme. Il va vraiment falloir arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. Les enquêtes doivent être correctement menées, voire réouvertes. Je veillerai à ce que ces hommes et ces femmes, morts dans l'ombre de ce tyran national, soient reconnus comme les héroïnes et les héros qu'ils, elles, étaient, et pour leur bravoure. Les enfants de ces personnes doivent être reconnus pupilles de la nation, ainsi que les enfants des mères assassinées par leurs conjoints violents. Les adolescents et jeunes, victimes de contrôle coercitif, souvent par sacrifice, mais aussi sacrifiés, ceci dit, sont aussi héroïques. La société doit les remercier et les reconnaître comme tels, en leur offrant des conditions de vie décentes, la possibilité de faire des études et de changer d'emploi si elles ou ils ont été contraintes à suivre une voie sans liberté de choix. C'est très souvent le cas pour les enfants de la secte. Nous sommes placés, nous sommes orientés vers des études. Mon fils aurait pu en être un exemple. Il déteste l'argent, il s'en fout complètement. Il déteste pas, mais il s'en fiche, c'est pas son intérêt. Lui, ce qu'il passionne, c'est le design et c'est les sciences politiques, la géographie, l'histoire, etc. Et son père voulait le pousser vers les finances. Dieu soit loué. Mon fils est bien plus malin, intelligent que quiconque de ces tyrans, et il a d'excellentes notes en terminale, en sciences politiques, en géopolitique, en histoire G, etc. Philosophie, 16, 17, 18, 5 en maths. Et quand on sait que les bons résultats, il les a pour me rassurer, parce que il avait dit à la médiatrice, lorsque nous pouvions encore nous voir un peu, il avait dit les bonnes notes, c'est pour ma mère, c'est pour lui faire savoir que je tiens bon. Je t'aime. 2, 3. Mon opinion sur l'imprescriptibilité des crimes sexuels. Ah oui, juste avant, il y a quand même un mémorial devrait être érigé à la mémoire des enfants et adultes morts à cause des tyrans. Donc, 2, 3, mon opinion sur l'imprescriptibilité des crimes sexuels. Les plaintes que j'ai déposées contre mon père et mon frère pour viol incestueux et viol collectif sur mineurs de moins de 15 ans sont classées sans suite pour faits prescrits. Faits prescrits. La plainte pour assassinat et viol collectif que j'ai déposée contre mon père est classée sans suite pour faits prescrits. Comme si le temps avait changé leur personnalité et qu'au bout de 30 ans, ces hauts criminels étaient devenus des agneaux. La réalité, c'est que leur dangerosité a augmenté au fil de ces 30 années et qu'ils ont fait d'innombrables autres victimes. Mon père est en train d'en dresser la liste, ainsi que celle de ses acolytes. Sur mes conseils, il tente de sauver son âme. J'invite les vieux criminels à faire de même. L'imprescriptibilité des agressions sexuelles sur les enfants et les adultes n'a aucun sens. Elle ne fait qu'autoriser les agresseurs à multiplier leurs crimes et laisser les victimes qui sortent d'amnésie à partir de 48 ans
dans la plus grande des souffrances. Non seulement elles revivent le trauma, mais en plus, elles savent que leurs agresseurs continuent à détruire sans qu'elles puissent les arrêter. Sentiment cruel d'impuissance. L'imprescriptibilité des crimes sur enfants ou adultes n'a donc aucun sens. Tuer constitue un crime majeur contre la société. Les accusés doivent être jugés comme il se doit dans notre pays de droit. Pour la paix sociale, le maintien de l'ordre et de la justice, la protection de nos concitoyens dans notre pays, je demande ici le respect des victimes et de leurs proches aimants, qu'elles soient vivantes ou décédées. Nous devons œuvrer pour offrir la paix à leurs âmes. L'imprescriptibilité des crimes de viol et d'assassinat doit être supprimée. 2.4. La pédocriminalité constitue un crime contre la société. Je suis contre la peine de mort. Les pédocriminels doivent être enfermés dans des prisons pour protéger les enfants, permettre aux victimes de revivre, être mis à l'abri d'eux et d'elles-mêmes, les criminels, qu'ils puissent réfléchir à leur action avec accompagnement, avoir une chance de demander pardon à leurs victimes. Le pardon peut être salutaire pour la victime aussi. Rassurer la population quant à la protection de leurs enfants. Comprendre, c'est pouvoir agir. Donc, mener des recherches pour enrayer au maximum ce fléau. Comprendre les mécanismes de la violence qui s'enchaînent et se perpétuent de génération en génération. Et implorer la rédemption et sauver leurs âmes. Les protecteurs et protectrices qui couvrent les pédocriminels doivent également être jugés et condamnés le cas échéant à de lourdes peines. Qui de ces individus conscients des actes qu'ils cautionnent pour de l'argent et du pouvoir, ou des criminels qui continuent à violer parce qu'ils se savent impunis, sont les plus responsables? C'est une véritable interrogation. Je salue ici la réouverture d'une enquête justement pour comprendre ce qui s'est passé dans l'affaire du docteur Le Squarneck. Comment a-t-il pu être protégé aussi longtemps par des conseils de l'ordre, des conseils d'avocats, conseils de l'ordre des médecins? Voilà. La vérité, de toute façon, émerge. Donc, plus rien ne pourra arrêter la lumière. Elle traversera les ténèbres. 2.5. Indicateur de manipulation de masse. Les manipulateurs, manipulatrices répandent leurs idées néfastes et nauséabondes. Petit 1, par la psychanalyse. Complexe d'Oedipe qui n'est autre que l'inversion de la responsabilité permettant de faire porter le poids de la culpabilité sur les épaules des mineurs. Imagination des enfants, fantasmes, sexe féminin inexistant, mère toxique. Et là, je fais un report sur justement mon rapport base de la loi contre le contrôle coercitif et les sectes, des pages 107 à 110, et j'ai également publié un article spécifique sur ce thème. Petit 2 par le SAP, syndrome d'aliénation parentale. Largement décrié et sans fondement scientifique, les étudiants avocats toulousains en sont pourtant gavés, et c'est bien le terme. Qui, en prenant un minimum de recul, peut encore cautionner ce concept inventé de toutes pièces par un psychiatre américain, le docteur Richard Gardner, renié par ses compatriotes. 3. Par le concept nouveau de bipolarité. Aujourd'hui, ce diagnostic de bipolarité est utilisé à tout va. C'est un bon moyen de faire taire les personnes suréfficientes, souvent lanceuses d'alerte, et les parents protecteurs. En particulier les mères, je crois que ça nous est... Avant, on était hystérique, ceci dit, donc là, il fallait bien trouver un mot un peu plus à la mode. Ça commence à devenir désuet, hystérique. Être en amnésie traumatique, vivre avec un contrôle coercitif, induit des épisodes dépressifs à répétition. Je rappelle que le contrôle coercitif induit un état de stress post-traumatique.
Les victimes vivent en dents de scie, alternant les phases de dépression et les phases plus heureuses, en fait heureuses de reprendre leur souffle, pendant lesquelles elles sont pleines d'énergie. Un manipulateur, une manipulatrice souffle le chaud et le froid, alterne les phases de calme et les phases de tempête, et leurs victimes ne sont pas bipolaires, elles subissent tout simplement le rythme qui leur est imposé par leur agresseur ou leur conjoint. La boucle est bouclée lorsqu'à force d'arrêt de travail, la victime demande une pension d'invalidité. En France, elle est accordée quasiment à coup sûr lorsque ce mot « bipolaire » est inscrit sur la demande du médecin qui se veut efficace et porteur de solutions pour son ou sa patiente. Il inscrit donc « bipolaire » en rassurant à l'oral son ou sa patiente qu'il a en face de lui. Bon, ne vous formalisez pas. Nous sommes bien d'accord que vous n'êtes pas bipolaire, mais souffrez de dépression récurrente. J'écris ce mot car c'est le meilleur moyen pour que vous ayez la pension qui vous permettra de survivre puisque vous n'avez plus les droits à des indemnités journalières. Pensant bien faire, ce médecin vient de donner au contrôlant coercitif la première pierre qui permettra de lapider le parent protecteur quelques mois ou années plus tard. Bien des personnes ne sont pas bipolaires, mais en état de stress post-traumatique lié aux agressions sexuelles subies dans leur enfance ou et à la vie conjugale avec un contrôlant coercitif. Les désenfantements et les violences. J'avais écrit institutionnels, mais j'insiste sur le fait que ce sont des personnes, des professionnels, libéraux ou dans les institutions. Donc, le désenfantement et les violences de ces professionnels, hors la loi et hors de la déontologie, subis dans la phase de destruction après la séparation, engendrent également des états de stress post-traumatique. Ce terme bipolaire est utilisé dans les expertises psychiatriques et justifie la mise à distance des parents protecteurs, les internements abusifs, médicamentation et mise sous tutelle. C'est ce qu'ils ont tenté de faire dans mon affaire. Et je ne suis pas la seule. J'ai aussi reçu des paroles de parents, de mères notamment, qui ont accepté de prendre des médicaments pensant réellement qu'elles étaient malades. Donc tout ça, c'est vraiment tragique. En fait, elles n'avaient pas vraiment le choix, parce que si elles ne le faisaient pas, elles ne revoyaient pas leur enfant. Moi, j'ai refusé de le faire. Et depuis le 14 juin, je n'ai pas vu mon fils. Je n'ai pas vu son sourire. Je n'ai pas pu lui parler. Je transforme tout coup, toute épreuve en preuve et en témoignage pour sauver nos enfants et protéger les victimes. Les membres de cette secte qui émanent de la psychanalyse soufflent ce terme qui a pris la place d'hystérique sur nos concitoyens/concitoyennes et les cures au lithium vont bon train. J'alerte sur le fait que les symptômes de la bipolarité sont les mêmes que ceux de l'état de stress post-traumatique à la suite d'agressions sexuelles, d'autant que les victimes sont très souvent neuroatypiques, surefficientes et vivent avec des contrôlants coercitifs. En France, aucun médecin ni spécialiste n'évoque le sujet des agressions sexuelles avec leurs patients. Il leur a été appris pendant leurs études, versus psychanalyse bien sûr, qu'il ne faut pas faire effraction dans l'intimité des gens. C'est bien commode pour faire perdurer le silence et l'amnésie, si chère à cette secte. Petit 4. L'augmentation du nombre de personnes trans. Factuellement, il est à noter l'augmentation du nombre de jeunes souhaitant changer de sexe et celui des agressions sexuelles. Il serait peut-être intéressant de s'interroger sur un possible lien de cause à effet. La question des agressions sexuelles n'est pas non plus posée aux jeunes qui veulent changer de sexe. Je ne porte aucun jugement. Il peut y avoir des souhaits fondés hors agression. Je constate une fois encore, par les témoignages que j'ai reçus de jeunes clients, je précise que la loi ne m'autorise pas à utiliser le terme patient. Mais le côté mercantile de client m'écorche le cœur, donc j'ai inventé le mot client. Donc, sur la base de ces témoignages ou de personnes homosexuelles, eh bien, le constat, c'est qu'ils évoquent souvent des agressions sexuelles dans l'enfance.
Les garçons violés ont beaucoup de difficultés à supporter leur sexe. Les filles violées ne supportent pas leur forme et qui attirent le regard des hommes, donc le danger. Les manipulateurs et manipulatrices facilitent ces changements réclamés, encore une fois via des thérapies psychanalytiques, y compris par des jeunes enfants, et leur corps détruit, ils n'ont plus aucune chance de retrouver la mémoire des traumas, et les pédocriminels sont tranquillement à l'abri. 6. Le burn-out. Il n'est pas lié à la défaillance d'une personne, mais au harcèlement qu'elle subit. Il est important de mettre les responsabilités sur les épaules des manipulateurs et manipulatrices, et non pas sur celui de leurs victimes. Les manipulateurs, les manipulatrices sont des enfants qui n'ont pas grandi psychologiquement et ne supportent pas les frustrations. Il est temps de les démasquer. Nous ne pourrons pas toutes les mettre en prison. Ils ne sont pas tous pédocriminels non plus. Et nous devons apprendre à vivre avec. La seule condition pour que cela soit possible est de les cadrer de façon ferme et rigoureuse, notamment par la loi et la déontologie, en tout cas le respect de nos lois et des déontologies des métiers. 7. Le placement systématique des enfants et l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. En France, des juges des enfants et des juges aux affaires familiales et des procureurs ne respectent pas la loi. Mon dossier et beaucoup d'autres le prouvent. Au lieu d'être confiés à leurs parents protecteurs, les enfants sont placés puis utilisés dans les réseaux de pédocriminels de cette secte. Les placements abusifs et l'exploitation sexuelle des enfants sont de véritables mannes financières pour les conseils départementaux. Les menaces de placement sont utilisées pour intimider les parents protecteurs. Lorsque les enfants sont placés, les parents protecteurs sont terrifiés à l'idée que leurs petits soient transférés dans des centres encore plus lugubres et dangereux que les précédents. Les professionnels ne manquent pas de le leur rappeler, ces représailles éventuelles, s'ils faisaient trop de vagues. 8. Effet visible de la manipulation mentale au niveau politique et sociétal. Les effets sont visibles lorsqu'on constate le brouillard dans la tête de personnes politiques. Confère CSE, le Conseil social et économique, qui veulent nous faire penser que les enfants ont une sexualité, qu'ils sont responsables et ont une capacité de discernement au même titre que des adultes. Procès d'outreau banalisé et généralisé. Les pédocriminels de cette secte préparent leur terrain de jeu à grande échelle. Tu veux que je te montre ce que tu apprends à l'école ? Idem, lorsque les adultes disparaissent de la scène des agressions sexuelles et que les regards sont orientés sur tout, sauf sur les véritables responsables. Les adultes agresseurs souches, ce sont eux les véritables responsables. Si un adolescent agresse un enfant, ce n'est pas pour reproduire ce qu'il a vu sur des écrans, mais bien parce qu'il a été victime et l'est encore de ces gestes qui ont marqué son corps, son esprit et son âme. Nous devons mettre en prison les adultes pédocriminels et prendre en charge très vite tous les enfants qui ont été victimes. Si un adolescent sort de chez lui en disant « je n'avais qu'une seule idée en tête », tuer quelqu'un. Et à plus forte raison s'il passe à l'acte en assassinant une surveillante de son collège. Il faut se poser la bonne question. Pourquoi ? Que se passe-t-il dans ce foyer pour qu'il soit énervé à ce point en sortant ? Plutôt que de faire comme le font systématiquement M. Emmanuel Macron et son gouvernement, attiser la peur, les clivages entre générations, déplacer le problème et les responsabilités, inverser la culpabilité, embrumer les cerveaux des Français et des Françaises par des écrans de fumée, pour qu'une fois encore la pédocriminalité ne soit pas évoquée, et donc les adultes responsables protégés et encouragés à continuer leurs crimes. Les programmes de sensibilisation aux agressions sexuelles d'il y a 20 ans sont largement suffisants. Ne donnons pas de carte à jouer aux prédateurs sexuels. Par ailleurs, les notions autour de la sexualité jusqu'à la notion de consentement sexuel devraient être expliquées selon le rythme naturel de l'espèce humaine. Autrement dit, lorsque les hormones sexuelles se mettent en place dans le corps. Pourquoi brusquer les choses ?
Suivre la biologie me semble être source de sagesse en la matière. Conclusion sur mon programme électoral. Troisième partie. Grand 1, laissez la place aux rêves. J'ai besoin de vous pour remettre notre société à l'endroit et redonner sa splendeur à la France. Mon programme est déjà le vôtre. Je pars d'ores et déjà de vos constats. Il sera nécessaire de prendre des mesures à l'inverse de ce qui a détruit notre société républicaine. Il suffit d'aller voir les lois avant 2008. Et puis, il y a des lois qui sont très bien, qui ont été votées, mais les décrets ne sont pas signés. Il suffira de signer les décrets. Dixit la loi Santiago, la loi sur les aidants. Je souhaite que les valeurs humaines et altruistes reprennent leur place au cœur de notre société. L'argent doit rester un moyen et non une fin. Je vous demande de rêver, tel que Walt Disney. Bon, je sais bien qu'il était misogyne, mais bon. N'empêche que, au-delà des contes de fées, de ces animés, il le proposait dans sa théorie de la créativité, que je nomme ici parce que quand même elle est connue à travers le monde, qui mène à l'accomplissement de chaque être humain, et donc au bonheur, et donc à la croissance et à la prospérité. L'idée, c'est de laisser la place au rêve. C'est le rêveur qui intervient. Et puis, après, c'est en fait de voir finalement comment mettre en place ce rêve, comment le développer, et concrètement, quelles sont les actions à mener. Rêver sans contrainte, ni temporelle, ni financière, de la société dans laquelle vous aimeriez vivre, celle que vous souhaiteriez offrir à vos enfants. Ensuite, nous verrons ensemble comment décliner vos rêves en actions concrètes. Enfin, nous étudierons la façon de les rendre réalisables en termes de finances et de temporalité. Notre programme verra le jour à partir de nos rêves. Il n'y a rien de plus sérieux et enthousiasmant que de réaliser ses rêves, et je suis la preuve par A plus B que oui, si l'inimaginable est possible, les miracles existent et les rêves se réalisent. La première condition est que l'amour porte nos intentions et nos actions, quel que soit le nom que vous lui donnez ou pas. La deuxième est que nous œuvrions ensemble pour la paix sociale, au nom des valeurs de notre République: liberté, égalité ou équité, fraternité. Petit 2, je rêve d'être représentante d'une démocratie épanouissante pour tous et toutes. Nous devons à nos enfants amour, soins, éducation, assistance et protection, jusqu'à ce qu'ils soient en âge de l'autonomie. Le cerveau humain n'étant mature qu'à 23 ans, je propose de replacer la majorité à 21 ans. Je précise aussi que tout cela, ce sont des idées, il y aura des référendums, et puis on décidera ensemble. C'est le peuple qui décidera. Je souhaite de toute mon âme être la représentante d'un peuple libre et fier. Ma première mesure sera de demander le changement de constitution. Nous devons fermer la porte aux rois et aux reines, ainsi qu'à toutes les tyrans qui seraient tentés de prendre le pouvoir dans notre pays. Pour garantir que le peuple puisse s'exprimer, les référendums seront indispensables. Pourquoi seules les personnes ayant de l'argent pour faire des campagnes de communication seraient-elles représentées au Sénat? Je propose de désigner les membres du Sénat à la façon des jurés des procès en assises. Désignation au hasard dans tous les niveaux socioculturels. Au moins, le peuple sera-t-il placé au centre de la démocratie comme il se doit. Il est primordial que les frontières entre les pouvoirs législatifs, donc l'Assemblée nationale, le Sénat qui vote les lois, exécutif, le gouvernement qui exécute les lois, et judiciaire, celui qui contrôle l'application des lois, soient absolument étanches. Je ne vois aucune raison qui justifie les dépenses outrancières de l'État, tandis qu'il demande aux Français et aux Françaises de se serrer la ceinture. Les femmes et hommes politiques doivent montrer l'exemple. Cela fait, à mon sens, pleinement partie de nos fonctions. Si la vie politique n'est plus le lieu d'abus de pouvoir et de flux d'argent immodérés, voire sales,
Elle sera moins au goût des manipulateurs et manipulatrices et redeviendra le lieu d'échange constructif pour une démocratie plénière. Je m'appelle Sophie Alric. J'étais experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Ça m'a permis de faire des rapports, ça m'a permis de mener une enquête, ça m'a permis de sauver mes enfants et ça m'a permis de mettre à terre la secte pédocriminelle franc-maçonnerie et satanique qui donc est une secte aussi liée à la psychanalyse et donc de faire tomber cette secte par le biais d'une plainte pour harcèlement collectif dans le cadre d'une secte pédocriminelle. Et je vous invite tous à faire de même, chacun dans vos affaires. Portez plainte pour harcèlement collectif. À partir du moment où 3 personnes vous visent et vous prennent pour cible pour tenter de vous faire taire, de vous anéantir, de vous séparer de vos enfants, c'est une de leurs ficelles. C'est ainsi que nous libérerons tous les otages qui sont pris sous contrôle coercitif de cette secte. Je suis mère universelle, je suis prophétesse, pour ma plus grande joie, et je suis écrivain et conférencière, et je me présente aux prochaines élections présidentielles. Vous retrouvez ce programme donc sur mon profil LinkedIn. Il a donc été publié le 14 novembre 2025. À bientôt.